commencé, j'ai rencontré des gens, on a bourlingué ensemble, c'est Aloubindine, c'est Gao Kofi, c'est Guillaume Diaho, paix à son âme, c'est Hueting, Kokou Lazare, et beaucoup d'autres qui me pardonnent si j'oublie, mais on était ensemble. Et on a travaillé dans certains groupes. Zamahara, on s'est rencontrés dedans. Aloubindine, en ce temps, il était expert en art plastique. Et il faisait la comédie, bien sûr. L'art plastique, les collages avec Gao. Bon. Donc, c'est des gens avec qui on a gardé de très bonnes relations. Et moi, je loue leur bravoure. Parce que Gao Kofi, lui, c'est depuis sa jeunesse qu'il a dit non. Il a dit non à la fonction publique. Il est sorti, il était engagé, il est sorti et il s'est mis à son compte. C'était pas facile. Mais voilà là où il est arrivé aujourd'hui. Parce que c'est une personnalité dans le domaine de l'art. Donc c'est la même chose pour Aloubindine. On s'est rencontrés à l'étranger, à Limoges par exemple, et j'étais très fier. Il venait du Gabon à ce moment. Et on s'est rencontrés. Et puis j'étais seul musicien envoyé là-bas. Mais il se souvient, quand j'ai fait La Cicatrice, quand j'ai joué La Cicatrice, il s'en souvient. Les gens ont pleuré, les gens des îles, Martinique, Jamaïque, tout ça là, ils ont pleuré. Parce que c'était leur histoire. Et j'ai été vraiment très ému d'être invité un peu partout. Il y a même des prisonniers. La prison d'Izerche. Les prisonniers ont insisté pour que je vienne leur faire un compte. Alors là, vraiment, je suis parti avec ma guitare, ça a été très. Des cossos comme ça, là, qui viennent pleurer sur moi. Ouais, moi je suis du Sénégal, moi je suis du Mali. Bon. Donc, voilà, on a bourlingué quand même ensemble avec cela, et je n'oublie pas tous les copains comme les musiciens, j'en ai connu pas mal. Le doyen Rigo, on est tout le temps ensemble. Bon, les autres, Ayenou, et des jeunes qui sont en train de monter maintenant et qui tiennent le pavé. Et ce n'est pas. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facilités. Et il y a beaucoup d'artistes qui se disent vedettes, mais bon, quand on fouille, on ne trouve pas. Mais il y a certaines personnes, par exemple, un jeune qui a chanté sur la Vifente, bon, si c'est au niveau de la voix, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme cela? Bon, l'autre, il n'y a pas de nouveau de jeune. Ricos? Non, ouais, voilà des gens qui sont en train de Sabouran, bon, ceux-là viennent juste après nous. Ouais. Donc, ça a été formidable, cela, et je trouve que, franchement, il y a des gens qui travaillent, et quand tu écoutes leurs morceaux, tu sais que il y a du travail. Mais par contre, il y a certains, bon, comme vous le savez, c'est la facilité, les vedettes, on se tresse les cheveux, on fait ci, on fait ça. Bon, on ne peut pas refuser. Seulement, je vais dire que personne n'a tort. C'est tout simplement parce que, comme je le dis, moi je regrette d'être né sur la même planète que les Blancs. Ah oui, oui. Les gens trouvent que bon, que nous sommes gâtés, effectivement, quand tu regardes, il y a la lumière, il y a les voitures, on peut éviter, il y a le téléphone, mais les nuisances que ça a, on ne peut pas compter. Eux-mêmes,
Ils vont, cela, je crois que c'est au Japon ou bien en Chine, là. Il y a un village qu'on appelle Bama. Pour se désintoxiquer là. Voilà, et les gens là-bas refusent tout contact avec eux. Là. Et ils vivent des années. Mais ici, là, nous mangeons notre vie en herbe. C'est que là, on se gave de notre vie. Et puis, bon, finalement, vous voyez, tout jeune comme ça, mais vous voyez des gens qui ont tout. Et cela, les appareils là, surtout ce qu'on nous vend ici là, ce n'est même pas sécurisé, ce n'est pas. Donc vraiment, on se tue quoi, sans le savoir. Et en plus de ça, bon, ça dilue tout. Vous voyez, dans le domaine de la musique là, ça a tué tout. Le fait de pouvoir enregistrer les morceaux, tu as fait tes morceaux, tu sors les clips, c'est déjà enregistré, bon, ça ne se vend plus. Mais vous avez constaté que les gens ne composent plus. Ah, ils ont commencé par cesser. Pourquoi tu vas composer? Ça ne te donne rien et tu vas dupliquer tout ça là pour rien? Non. Quelque part, la science, elle est très bonne, mais elle est nuisible. Oui. C'est comme là, comment on appelle les engrais. Vous voyez, quand vous avez de l'engrais, vous mettez dans votre champ, là, il y a du maïs. Mais beaucoup de gens, ceux qui sont avertis, ne mangent pas de votre maïs. Ils préfèrent ce qui est bio. Voilà. Nous n'avons plus de musique bio. Ça va être difficile, ils ne vont pas écouter. Parce que, vous savez, quand vous avez le filon, vous êtes là, on dit, oh, telle personne, surtout au collège, là, tu sors, déjà, oh, il suffit de sauter. Ils ont de très belles voix. Mais seulement ce qu'ils disent, c'est ça qui n'a pas de sens. Sinon, ils ont de très belles voix.
tels que tu les vois, beaux et tout ça, là, très agiles, c'est comme ça leur voix. Mais ils ne travaillent pas, quoi. Ils ne trouvent pas des thèmes. Nous, on cherchait le thème. Un thème que tu développes. Mais eux, non. Donc, un collégien comme ça, tout le monde, oui, telle personne lui donne un sobriquet, et c'est la star. Qu'est-ce que vous voulez lui dire de chercher ça là, alors qu'il a toutes les filles à sa portée, alors que les gens acclament par-ci, par-là? Non. Lui continue sa musique. C'est ça qui est dommage. C'est le public. C'est au public qu'il faut parler. Parce que les gens, c'est à nous de censurer cela, les musiciens. C'est à nous. Vous nous censurez. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as dit à travers ton morceau? On n'achète pas. Béné Passion, on l'avait fait. Mais maintenant, avec les... Dans 30 ans, vous allez vous souvenir de ça? Pour dire Béné Passion? Non. C'est ça la mort de la musique. Et c'est dommage. Il faut que nos jeunes là reviennent à cela. Et que les acheteurs aussi reviennent à cela. Si le jeune fait un effort et qu'il compose quelque chose de... Il ne faut pas chercher les feux de paille là pour laisser ce qui a été bien travaillé. Il était une fois un grand chasseur. Il était tellement bon que partout on connaissait son nom. Il sortait le matin, à partir de 9h déjà, il retournait avec des... Voilà. Et il vivait avec son père, la maman était déjà partie. Bon. Elle était déjà morte. Donc, le père était tout fier. Vous savez, en Afrique, quand on voit un enfant comme ça, bon, un jour, il appelle son fils, il dit, mon garçon, je suis très fier de toi. C'est très bon ce que tu fais, mais je vais te donner un conseil. Parce que là, tel que tu me vois, d'ici peu, tu vas me chercher, tu ne me verras plus. Ah, mais quoi, papa, non, voilà. Tu vois la rivière qui côtoie le village. Tu vas chasser du côté droit. Jamais, jamais tu ne vas traverser la rivière pour chasser. Et il demande pourquoi. Il dit, ah, je peux t'en dire plus. C'est ce que j'ai reçu de mes grands-parents. Donc, il a continué la chasse. Le papa est décédé. Ce jour-là, bon, comme le compte est ramassé, il ne peut pas dire... c'est des buffles qu'on a tués pour les funérailles.
après ça, il a continué. Et un jour, il est allé à la chasse. Et bon, il va fouiller. Il ne trouve rien. Du côté droit, il ne trouve rien. Alors, en revenant, il regarde du côté gauche là. Je vois des animaux là-bas. Comment? Il dit, mais comment? Le papa a dit de ne pas aller chasser là-bas, mais et si je reste ici et que je décoche la flèche, je peux tuer et aller prendre le gibier, ramener sur la rive droite, et le tour serait joué. Et c'est ce qu'il a fait, il a tiré sa flèche et il a tué la bête là-bas. Il a traversé la rivière rapidement pour aller prendre. Mais ce que je vous dis, on dirait un hélicoptère grand qui descendait, un gros oiseau. On ne peut pas le décrire, avec un bec vraiment crochu. Et là, ce n'était pas des duvets, mais c'était des poils. De gros yeux et tout ça. Il est descendu, devant lui. Il dit, ah, mon petit, tu oses venir chasser ici? Je te laisse un sursis. Ou bien tu veux insister pour prendre cela. Il dit, non, pas. Prenez le gibier, je m'en vais. Et l'oiseau prend le gibier, il avale. Pendant ce temps, notre chasseur a pris la fuite et il est revenu. En arrivant près de la maison, lui, le grand chasseur, il revient sans gibier. Il avait honte. Il vient tête basse. Il voit sa femme qui était étonnée. Comment ça? Il n'y a pas de gibier aujourd'hui? Il dit non, je n'en ai pas trouvé. La femme dit comment? Et déjà dans sa tête, elle se dit, ah, celui-là, il me trompe. Sans doute, il y a une concubine quelque part, il va déposer. Donc, dans la nuit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rempli son sac de raffia de cendre et elle a accroché comme si de rien n'était. Le chasseur, le lendemain matin, il prend son sac et il vient. Et elle faisait semblant de dormir. Quand il a pris la route, elle a suivi. Et elle suivait donc sur la cendre qui s'épandait sur la voie, en tout cas dans l'herbe. Et finalement, elle le voit en train de regarder de l'autre côté. Elle dit, ah, je le tiens. Parce qu'elle-même, elle voit le gibier. Mais elle ne savait pas qu'il y avait des interdits. Comment son mari peut dire qu'il n'a pas trouvé le gibier? Donc son mari décoche la flèche. Il se dit que cette fois-ci, l'oiseau ne va pas venir. Il court, il traverse, il veut se mettre en position pour prendre le gibier. L'oiseau descend. Et c'est là, il commence à menacer l'homme et la femme qui sort de là-bas, là, qui crie. Ah, c'est quoi? Ah bon? C'est celui-là qui te prend le gibier, tu n'as pas honte, non? Comment l'oiseau et le chasseur se tournent pour voir la petite dame là qui traverse la rivière, qui vient se camper devant. L'oiseau regarde-moi son bec, vilain comme ça là. Hein? Prends le gibier, nous allons partir. Son mari dit, non, pardon, attends, non. L'oiseau dit, car cela ne tienne, toi, tu es foutu. Il fait comme ça, il attrape la petite dame, il l'avale. Hop, 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 et on voit ces petits pieds qui finissent d'entrer dans le bec. Et il avale. Le chasseur pleurait. Qu'est-ce qu'il va voir? Il voit que l'oiseau dentine. Allez. La femme est sortie par le cloaque là-bas. Fort. Oui. Elle est sortie. Elle attrape son pagne cette fois-ci, elle attache correctement. Et elle se tourne vers l'oiseau. Elle dit, tu auras voulu. Elle saute, elle s'agrippe à son cou, elle l'attrape par le bec, elle commence par avaler et elle avale tout l'oiseau. Oui. Et elle devient comme ça. Ah, le chasseur était debout. Il dit, comment c'est ma femme ça? L'oiseau sort par derrière. Et tourne vers la femme, l'attrape pour avaler. Et quand la femme est sortie, elle dit, mais toi, elle dit à son mari, tu es con, tu vas rester là tout le temps. Allez, va chercher du bois mort.
tu allumes un feu et tu prends une pierre plate, tu la mets à chauffer. Quand elle sera bien rouge, tu me dis. Et c'est ce que le chasseur a fait. Donc, allez, la femme avale, l'oiseau sort. L'oiseau avale, la femme sort. Et finalement, quand la pierre était bien rouge, allez, elle a avalé l'oiseau, elle dit, apporte la pierre. Et avec des bâtons, le mari a déposé la pierre, elle s'est mise à bonne position, au-dessus de la pierre. L'oiseau veut sortir, il se brûle la tête, il retourne. Il veut sortir, il est obligé de retourner. Il a fait ça 8 fois. La 9e fois, il a fait un effort pour sortir, mais c'est le bec seulement qui est sorti. Avec tous les poils de l'oiseau là. Et il est mort. Il est mort dans le ventre de la femme. Ne me dites pas ce que j'ai dit. Et finalement, la femme, aussitôt qu'il est mort, la femme a retrouvé sa taille normale. Et puis elle dit à son mari, allez prendre le gibier, on va partir. En ce moment-là, le mari avait déjà peur de cette femme-là. Comment elle a pu lutter contre cet oiseau-là et vaincre? Ils sont arrivés à la maison. Mais il avait en esprit que c'est le bec qui était apparu et qui n'est pas... L'oiseau même, mais le bec est apparu. Où se trouve le bec là? Alors je te donne un conseil, Claude. Quand tu vois femme d'autrui, il ne faut pas demander là où se trouve le... Parce que désormais, toutes les femmes ont le bec de l'oiseau. Voilà. Ça. Bon. Oh, yeah,